Bonjour à tous, vous allez pouvoir suivre dans un instant l'examen d'un des textes phares de l'année, le projet de loi de finances 2014, le budget qui a été adopté par les députés mardi dernier, le jour même où le gouvernement annonçait une refonte importante de la fiscalité. Alors toujours selon le gouvernement, ce budget 2014 prévoit une baisse record des dépenses publiques de 15 milliards d'euros. Ici, au Sénat, l'examen du budget s'annonce plus difficile. Le texte devrait être rejeté, tout comme vient d'être rejeté le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le budget reviendra ensuite devant les députés à la mi-décembre. Voilà, tout de suite, je vous propose de se rendre en direct dans l'hémicycle pour la discussion générale. Sur ces cibles budgétaires, elle venait de prendre ses premières mesures pour enrayer un déficit public qui avait atteint des niveaux inacceptables, puisqu'il était à 5,3% en 2011 et qu'il aurait été de la même hauteur en 2012 si nous n'avions pas agi. Le budget que nous avions défendu alors était un budget conçu pour éviter à la France le scénario du pire, pour entamer le redressement, un budget pour lui permettre de garder la maîtrise de son destin face à des marchés financiers dont le risque de prédation ne pouvait être négligé. Un an après, et je veux commencer par là, le chemin parcouru est considérable. La zone euro d'abord, elle n'est plus en proie à des attaques spéculatives. Et surtout, l'activité économique en France a changé de tendance. Avant l'embellie observée au printemps, c'est-à-dire avant le rebond plus fort qu'anticipé au deuxième trimestre, la France était sur une tendance, il faut bien l'avouer, de stagnation, de croissance nulle. Depuis le printemps, toutes les enquêtes, suggèrent que nous sommes désormais sur une tendance de l'ordre de 1% en rythme annuel. C'est ce que dit l'INSEE, c'est ce que dit la Banque de France, c'est ce que disent les organisations internationales, le FMI, la Commission européenne, l'OCDE, et toutes ont d'ailleurs revu leurs prévisions de croissance à la hausse depuis l'été. Et le résultat du troisième trimestre, qui a pu frapper, ne remet pas en cause ce diagnostic. D'abord, il n'est pas une surprise, il avait été anticipé par l'INSEE. Ensuite, il y a derrière cela un rebond au quatrième trimestre dont nous voyons qu'il est en marche. Prenons par exemple l'évolution des ventes automobiles. L'amélioration de la tendance n'exclut pas des à-coups, un profil peut-être un peu heurté. Il arrive qu'un moteur qui redémarre pétarade un peu, mais je vous le dis, il faut du temps pour qu'une amélioration de la conjoncture se traduise concrètement dans le quotidien de nos concitoyens, et j'en suis conscient, mais l'embellie dont je vous parle n'est pas une vue de l'esprit. Notre scénario de reprise, de croissance, a été conforté par tous les instituts de conjoncture indépendants, je l'ai dit, par les organisations internationales, et je vais citer une organisation particulière qui a un rôle institutionnel spécial, qui est le Haut Conseil des finances publiques, créé il y a un an avec vous, mesdames et messieurs les sénateurs, qui a qualifié nos prévisions de croissance pour 2013 dans un premier temps de plausibles et puis dans un deuxième temps de réalistes. La Commission européenne, et j'en suis fier, je crois que nous n'avons pas à rougir de ça, vient de valider notre scénario la semaine dernière. Ces dernières prévisions s'établissent à 0,2% en 2013, 0,9% en 2014, 1,7% en 2015, c'est-à-dire qu'elles sont pleinement en ligne avec les nôtres, et même, pour 2015, disons-le, légèrement plus optimiste. Bref, la France est sur la voie du redressement, grâce à la politique que nous menons, grâce aussi, et d'abord, au dynamisme, à la résilience des acteurs économiques dans ce pays. Nous voyons les premiers résultats de notre action. Je ne veux pas apparaître ici comme un adepte de la méthode Coué, absurdement portée à l'autosatisfaction. Il y avait un quotidien du soir qui lundi disait « Moscovici, Benzema, match nul ». Mais c'était avant que la France l'emporte. Et finalement, cette comparaison est une comparaison qui ne déshonore pas après ce qui s'est produit au Stade de France. Je connais aussi bien que quiconque, je n'ose pas dire mieux, les problèmes économiques du pays, les difficultés dont nous avons hérité. Je ne veux pas tomber dans la facilité. Je sais tout ce que la France fait et tout ce qu'elle a encore à faire. Mais à quoi cela sert-il de diffuser un pessimisme qui n'est pas de mise? L'économie française va mieux. Elle doit aller encore mieux.
nous devons faire encore plus. Nous devons faire encore davantage pour la compétitivité et pour la croissance. Mais je pense que ce message de confiance dans le pays, nos compatriotes ont besoin de l'entendre de la part des formations politiques républicaines qui ont l'ambition, justement, d'élever notre pays, sauf à nourrir les inquiétudes qui, nous le savons, profitent à d'autres. La reprise, elle est là, elle est réelle, mais c'est vrai aussi, je ne le cache pas, elle est fragile. Nous devons conforter, amplifier ce redressement en restant résolument engagés dans la voie des réformes de croissance. Notre tâche n'est pas finie et il faut poursuivre le travail de réforme. C'est ce que je retiens de la dégradation récente de la note de la France par l'agence Standard & Poor's. J'ai dit les limitations réelles dont souffre à mes yeux cet exercice. L'analyse de cette agence, je l'ai dit le jour même, elle est incomplète, je la crois même approximative. D'autres ont pris leur distance avec ses conclusions. Je pense au gouverneur de la Banque de France. Mais je tire de cet épisode une conviction renouvelée, et même deux. La première, c'est que l'économie française est forte. C'est ce qui explique que les investisseurs aient continué à faire confiance imperturbablement à la France, que nos spreads, comme on dit, taux d'intérêt n'aient pas bougé d'un point de base et que l'écart avec l'Allemagne ne se soit pas non plus réduit d'un point de base. Mais deuxièmement, il faut maintenir le cap de la crédibilité et de la force d'une politique de redressement. Je pense au cap des redressements, des réformes économiques, sur lequel je vais revenir dans quelques minutes, mais aussi au cap du sérieux budgétaire et de l'équilibre structurel. Et c'est cela que le projet de loi de finances pour 2014 vient confirmer. Des acquis qu'il faut à tout prix préserver. Donc le déficit public, il devrait s'établir cette année, 2013, à 4,1% du PIB, au-delà, c'est vrai, de la prévision initiale de 3,7%, dépassement qui tient pour une très large part, j'imagine que Bernard Cazeneuve y reviendra, à l'impact de l'environnement économique, de la faible inflation sur les recettes fiscales, la TVA et l'impôt sur les sociétés. Mais la dépense, elle, est maîtrisée. Et l'effort structurel est extrêmement important, de 1,7 point de PIB en 2013, après 1,3 point en 2012. Et c'est la reconnaissance de l'importance de cet effort structurel qui explique aussi que la Commission européenne, la semaine dernière, ce sera chose définitivement faite demain, ait dans son avis validé sans réserve notre stratégie budgétaire. Pour 2014, l'objectif de déficit nominal est de 3,6%, en cohérence avec nos engagements européens. L'effort structurel représentera 0,9 point de PIB. Je reviens sur l'avis de la Commission européenne qui disait que nous sommes parfaitement en ligne avec nos engagements européens, avec la recommandation du Conseil du 21 juin dernier. Ce n'est pas le cas, il faut le dire, de beaucoup de pays de l'Union européenne, et donc il y a des efforts structurels qui sont menés, qui sont reconnus, et pour ma part, je m'en félicite. Une remarque importante au passage sur l'évolution des déficits. Il ne vous aura pas échappé qu'elle va dans le bon sens. 5,3 en 2011, 4,8 en 2012, 4,1 en 2013, fin 2014, 3,6 et bien sûr, nous serons, car c'est un engagement qui a été pris, nous avons gagné 2 ans, mais pas 2 ans pour ne rien faire, 2 ans pour redresser nos finances publiques et notre économie, nous serons en deçà de 3% en 2015 avec un effort structurel qui devra être maintenu. Nous réalisons cet effort de redressement des comptes tout en tendant vers la stabilité des prélèvements obligatoires pour 2014. Sur un effort de redressement budgétaire total de 18 milliards d'euros, 2 milliards proviendront en effet de la lutte contre la fraude et l'optimisation fiscale et surtout 15 milliards proviendront d'économies de dépenses publiques par rapport à leur évolution spontanée. Je dis au passage que c'est toujours comme ça, qu'on le calcule et partout, dont l'Union européenne. Nous avons fait ce choix-là de faire en sorte que, certes, dans le court terme, on puisse ajuster avec des prélèvements obligatoires, et nous n'avons pas, nous, la moindre hostilité à l'égard de l'impôt. L'impôt, c'est le service public, c'est aussi le consentement citoyen. Mais nous pensons aussi que dans un deuxième temps, et nous sommes dans ce deuxième temps, c'est par des économies que doivent se réaliser les efforts. Donc, il y a un cap que nous tenons, qui est celui du sérieux budgétaire, mais derrière ça, il y a un projet de budget pour 2014 qui est résolument favorable à l'offre productive, un budget de soutien déterminé à la compétitivité des entreprises et à l'investissement. Comme le disait Pierre Mendès France en 1953,
on gagne toujours à relire Pierre Mendès France. La priorité, c'est d'accroître la masse des biens à répartir. Et on ne peut redistribuer et répartir que ce qu'on a produit. Donc, il faut vraiment encourager la production. C'est faire le choix de la création, c'est faire le choix de l'invention, c'est faire le choix de l'innovation. Merci, monsieur le sénateur Arthuis, c'est faire le choix de produire, car c'est le préalable indispensable à la répartition. C'est un choix assumé par ce gouvernement. C'est la voie qui mène et mènera au redressement durable de l'économie et de l'emploi. Ce n'est pas un choix qui sert les intérêts de quelques-uns, c'est un choix au service de tous les Français parce que, mesdames et messieurs les sénateurs, nous servons tous le même objectif qui est l'emploi. Et la création d'emplois de demain, c'est dans l'entreprise, avec les salariés, qu'elle aura lieu. C'est grâce à la croissance que les entreprises créeront et développeront ces emplois. Et c'est ce mouvement de croissance et d'emploi que nous voulons accélérer avec ce projet de loi de finances. Voilà ce qui fait la signature de ce budget, ce qui fait sa marque propre. Monsieur Gors, je crois que, sénateur socialiste, vous aurez à cœur, bien sûr, de soutenir l'action du gouvernement et de la majorité. Et évidemment, certaines réalités rendent notre tâche plus difficile. Notre pays ne dispose pas, contrairement à ce que certains pensent, de marge de manœuvre pour une relance keynésienne. Et ça, c'est aussi le legs de précédents gouvernements. C'est plutôt vers eux que vous devriez vous tourner. De même, nous ne pouvons pas nier les difficultés de l'appareil productif, la perte de compétitivité qu'a mis en évidence le rapport Gallois, qui constitue aujourd'hui une réelle menace. Mais ayons confiance en la capacité de rebond de notre économie, confiance dans notre propre capacité à l'aider à se redresser. Donc, pour stimuler cette reprise, nous avons décidé de poursuivre le rétablissement de la compétitivité des entreprises en soutenant tous les leviers de l'investissement productif. Car l'investissement productif, privé et public, c'est le moteur de la croissance, celui qui, convenons-en, reste le plus à la peine, même s'il a un peu mieux résisté depuis un an que dans le reste de la zone euro. Et nous avons donc décidé de concentrer nos efforts dessus avec une large palette de mesures en faveur de la compétitivité des entreprises. J'y reviens très rapidement. D'abord, 2014 sera l'année de la montée en charge du crédit d'impôt compétitivité emploi. Ce crédit d'impôt a permis de renverser la vapeur en termes de coût du travail, notamment par rapport à l'Allemagne. Nous voulons faire un effort de convergence avec ce pays. Moi, je suis l'élu d'un territoire automobile. J'étais avec le président de la République encore en Israël il y a 2 jours. Je m'entretenais avec les constructeurs automobiles français et on voit bien qu'il y a des difficultés de compétitivité que nous devons dépasser. Et le crédit d'impôt compétitivité emploi sert à ça. Je note que les premiers travaux d'évaluation montrent que ce dispositif bénéficie à hauteur de 20% à l'industrie, soit 2 fois plus que sa contribution au PIB ou à peu près. Je parle là uniquement d'ailleurs de l'impact direct du CICE sur le secteur manufacturier, mais il faut aussi compter sur l'impact indirect, ce que j'appellerais l'effet de second tour, sous la forme de baisse des prix des consommations intermédiaires. Et surtout, il aura un effet incitatif dès 2013, avec le fait qu'il a, c'est ce que disent aussi les premières évaluations, sauvé ou contribué à créer 30 000 emplois. C'est un choix fort. Nous devons veiller aussi à ce qu'il soit cohérent et lisible, et c'est pourquoi l'effet favorable sur le coût du travail du CICE sera intégralement préservé en 2013 et 2014, parce qu'une politique économique exige de la persistance et des efforts sur le temps long. Rappelons-nous, je parlais de l'Allemagne il y a quelques secondes, qu'il y a 10 ans, on évoquait notre grand voisin comme l'homme malade de l'Europe, alors qu'aujourd'hui, c'est l'économie la plus puissante du continent. Il a mis 10 ans à se redresser. Je ne préconise pas les mêmes remèdes qu'en Allemagne. Je ne suis pas pour les mini-jobs, je ne suis pas pour la précarité, et je sais qu'il faut respecter notre modèle social, mais des réformes ambitieuses, à la française, pour la compétitivité, nous sommes en train de les faire et nous devons les poursuivre. Le deuxième volet sur lequel nous travaillons pour soutenir l'offre productive, c'est le soutien à la création d'entreprises et à l'entrepreneuriat, parce que les créations d'entreprises d'aujourd'hui, ce sont les emplois de demain. Et ce soutien passe, dans le projet de loi de finances pour 2014, par une réforme de l'imposition des plus-values mobilières, un dispositif que nous rééquilibrons pour le rendre plus simple, plus lisible, plus pérenne, plus incitatif aussi. Le projet de loi de finances comporte
Enfin, plusieurs mesures de soutien à l'investissement et l'innovation, c'est le troisième volet. Il porte la réforme du PEA et la création d'un PEA spécialement tourné vers les petites et moyennes entreprises qui favorisera le financement en fonds propres de l'entreprise et garantira aux PME et aux ETI, parce qu'il est ouvert aux unes comme aux autres, un accès plus aisé à l'épargne des particuliers. De quoi s'agit-il? Concrètement, le plafond du PEA sera relevé de 132 000, c'est son niveau actuel, à 150 000 euros, et celui du PEA PME, qui s'ajoutera, qui concernera les actions ou autres titres donnant accès au capital des PME et ETI, et également la part des fonds de commun de placement sous certaines conditions, sera fixé au surcroît à 75 000 euros. Les PME innovantes seront dynamisées par la réforme du statut des jeunes entreprises innovantes, et tout ça s'inscrit dans un vaste mouvement de réforme du financement de l'économie destiné à permettre de mieux orienter l'épargne abondante des ménages vers l'investissement des entreprises, vers l'économie réelle. C'est ce que nous ferons aussi dans le cadre du projet de loi de finances rectificative à travers la réforme de l'assurance vie. Mesdames et messieurs les sénateurs, le budget qui est soumis à votre examen prend donc le parti de faire du levier de l'investissement, de la compétitivité des entreprises, le moteur de la croissance de demain. Ce n'est pas, bien sûr, exclusif d'une démarche déterminée pour ramener à l'emploi ceux qui en sont les plus éloignés. Au contraire, il est logique que la politique structurelle que nous menons s'accompagne d'un soutien conjoncturel compte tenu de ce moment où l'économie se redresse, mais où continue de manquer une demande privée suffisante. Et nous savons que la France y fait face. Et je l'ai dit, comme Michel Sapin, notre collègue ministre de l'Emploi et du Travail, nous n'avons pas l'emploi aidé honteux. C'est conforme à nos principes dans une période économique qui reste difficile. Et donc, le projet de loi de finances pour 2014 déploie avec vigueur nos politiques volontaristes en faveur de l'emploi. Il finance la création d'ici fin 2014 de 150 000 emplois d'avenir qui concernent les jeunes de 16 à 25 ans, la montée en charge des contrats de génération, la consolidation de 340 000 emplois aidés non marchands et la création d'un nouveau contingent de 2 000 postes chez Pôle emploi, après les 2 000 de 2013, parce que nous avons besoin d'un service public de l'emploi qui soit disponible, efficace et qui accompagne le combat pour l'emploi. Le redémarrage de l'emploi, c'est en réalité la condition essentielle pour redresser le pouvoir d'achat. Il y a aussi, sur le pouvoir d'achat, un facteur qui joue positivement, que je vous invite à ne pas négliger, qui est la baisse de l'inflation à l'heure actuelle. Nous devons veiller à ce que cela ne tourne pas à la déflation. C'est le sens aussi des mesures prises par la Banque centrale européenne qui a abaissé son taux de refinancement de 0,25 points la semaine dernière. Mais enfin, il y a là aussi un facteur qu'on ne peut pas négliger. Et dans ce projet de budget, de nombreuses mesures vont permettre de soutenir le pouvoir d'achat des ménages, en particulier des classes moyennes et des plus modestes. Je veux prendre ici le temps de revenir sur certaines de ces mesures, avant que Bernard Cazeneuve, bien sûr, ne développe tout ça avec sa maestria habituelle et sa connaissance de ce budget. Si je devais résumer notre action en faveur du pouvoir d'achat des ménages français dans ce budget, je dirais qu'elle joue sur 4 fronts à la fois. D'abord, il y a le front de l'emploi, absolument capital, je l'ai évoqué. Mais il y a aussi d'autres facteurs. D'abord, nous agissons sur les dépenses contraintes qui pèsent de plus en plus sur le pouvoir d'achat des Français, à commencer par le logement et l'énergie. Je vous renvoie ici à nos mesures sur l'encadrement des loyers dans les zones tendues, sur le plafonnement des frais bancaires, qui a été voté par le Sénat dans le cadre de la loi de réforme bancaire, ou encore sur les tarifs sociaux de l'électricité et du gaz, qui devraient bénéficier à environ 4 millions de foyers. C'est notre objectif contre 1,3 auparavant. Deuxième facteur, c'est la maîtrise des prélèvements obligatoires. C'est le refus d'une hausse généralisée d'impôts au-delà de la réforme des taux de TVA déjà votée à l'année 2012. Vous devriez écouter chaque mot compte, vous savez. Et si nous n'étions pas revenus sur l'aménage, sur la mesure que vous, membres de l'ancienne majorité, quand vous aviez voté le passage de la TVA à 21,2%, ça aurait été 12 milliards d'euros de plus qui auraient pesé sur les ménages français. Revendiquez-le, dites-le haut et fort, puisque c'est ça votre politique, plutôt que de vous opposer à une mesure qui
est en réalité correctrice de vos propres turpitudes. En parallèle, le barème de l'impôt sur le revenu sera réindexé sur le coût de la vie après 2 années de gel décidé par le précédent gouvernement. N'appelons pas ça ainsi, si vous le préférez, Monsieur le Président, mais cette mesure-là, le gel, a été une mesure profondément douloureuse pour beaucoup de Français. Enfin, le pouvoir d'achat passe par une plus grande progressivité de l'impôt. Nous savons que les inégalités ont progressé aux 2 extrémités des niveaux de vie en 2010, qu'en 2011, cette fracture s'est aggravée, que les niveaux de vie ont augmenté pour la moitié la plus aisée de la population et reculé pour la moitié la plus modeste. Et il faut répondre à ce problème. Comme le disait le philosophe italien Norberto Bobbio, l'étoile polaire de l'égalité est le trait distinctif, j'en suis convaincu, entre la droite et la gauche. C'est un critère qui résiste à l'usure du temps. Et c'est le sens de la suppression de plusieurs niches fiscales que nous avons proposées et sur lesquelles un premier débat a eu lieu lors de la discussion à l'Assemblée nationale. C'est donc un projet de grande ampleur que celui de l'évolution de notre fiscalité auquel Bernard Cazeneuve et moi-même prendrons notre part et que nous piloterons dans nos domaines respectifs. Un dernier point rapidement, mesdames et messieurs les sénateurs, pour vous dire que le projet de loi de finances est aussi, et même d'abord, un outil pour préparer l'avenir. Et ça se manifeste de plusieurs façons dans les textes financiers de l'automne. D'abord, le cap de l'équilibre budgétaire structurel en fin de mandat est maintenu parce que nous avons la conviction que le désendettement est une nécessité pour notre souveraineté. Ensuite, la compétitivité suppose de construire un État plus agile, plus stratège, en soutien à la compétitivité de notre économie. Et c'est pour ça qu'il faut moderniser l'action publique. Et là-dessus, notre démarche est résolument différente de celle qui prévalait jusqu'à maintenant. Pas de rabot, mais une politique d'évaluation qui doit accompagner de vraies modernisations et qui doit aussi dégager, nous y tenons beaucoup avec le ministre chargé du budget, de vraies économies, parce que nous avons besoin de cette agilité-là. Préparer l'avenir, c'est aussi consolider notre modèle social, dont les déséquilibres financiers menacent la pérennité, et c'est le sens de la réforme de la famille, de la réforme des retraites de cet automne. Enfin, et j'en termine par là, le projet de budget consacre le lancement du nouveau programme d'investissement d'avenir de 12 milliards d'euros, annoncé en juillet par le Premier ministre. Plus de la moitié de ce programme sera consacré à des investissements directs ou indirects pour la transition écologique. Ces investissements, nous aurons l'occasion d'en reparler, ils seront soigneusement choisis avec un objectif qui est de renforcer la croissance potentielle de la France, ce qui passe bien sûr d'abord par l'innovation. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, les quelques remarques dont je souhaitais vous faire part. Nous avons conçu avec Bernard Cazeneuve ce projet de loi de finances comme un levier pour le retour de la croissance en France. Croissance qui s'affirmera par l'affermissement de la dynamique de l'investissement et donc par une action déterminée en faveur de la compétitivité des entreprises. Elle passe aussi par l'amélioration de la situation économique des Français, deux objectifs qui ne s'opposent pas mais qui se renforcent mutuellement. N'opposons pas ménages et entreprises, soutien à l'investissement et défense du pouvoir d'achat. Au contraire, tout cela se conforte. Une bonne politique économique, soucieuse du redressement productif et financier de la France, doit encourager l'offre, et je l'assume. Elle doit aussi stimuler la demande et restaurer la confiance de tous les acteurs économiques dans la justice. Ce budget de l'an 2, en quelque sorte, il est tout entier irrigué par cette ambition, conforter la croissance par la confiance, conforter la confiance par la croissance, le tout pour lutter contre le chômage, et nous tiendrons ce cap. Pour ma part, j'ai la conviction que la France tient ce cap et que ce cap est le bon. Je sais les atouts de notre économie. Je n'accepte pas les vociférations ou la représentation négative, systématiquement pessimiste, noire, sombre, que certains en donnent. Il se trouve que dans mes fonctions, je suis appelé souvent à participer à des réunions internationales. Encore demain, ne vous en déplaise, je serai pour la France à une réunion de l'Eurogroupe, au cours de laquelle
la Commission européenne et nos partenaires valideront notre stratégie budgétaire. Et vraiment, une vision pessimiste, systématique et négative est de nature à nourrir les inquiétudes réelles et que nous ne sous-estimons pas des Français. Notre tâche, la mienne, celle du ministre du Budget, celle du gouvernement, ce n'est pas, comme vous le faites, de dénigrer, c'est de fortifier nos atouts qui sont considérables, parce que la France est la 5e économie du monde, ne vous en déplaise. C'est le sens et l'ambition du projet de loi de finances que nous vous présentons et nous comptons fortement sur le soutien de la majorité pour tenir ce cap et pour approuver cette politique. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé du Budget. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, je voudrais, après le ministre de l'Économie et des Finances, Pierre Moscovici, par souci aussi de complémentarité avec ses propos, insister sur quelques aspects de cette loi de finances pour 2014, avec le souci de faire en sorte que nous puissions, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, aller au fond de l'ensemble des questions que vous pouvez légitimement vous poser sur les orientations de ce projet de loi de finances pour 2014, et je forme le vœu que nous ayons un débat à la fois apaisé, approfondi et de qualité. Je voudrais commencer par remercier très chaleureusement le président de la Commission des Finances, Philippe Marini, et le rapporteur général, François Marc, pour la qualité du travail qu'ils ont accompli dans la préparation de nos débats. C'est toujours important pour Pierre Moscovici et moi-même que de pouvoir venir devant les commissions parlementaires, aussi souvent que vous en exprimez le souhait, pour rendre compte des conditions dans lesquelles nous concevons et exécutons les lois de finances dans un contexte, comme l'a rappelé le ministre de l'Économie et des Finances, de redressement de nos comptes publics. Ce travail préparatoire est important. Il contribue amplement à l'amendement de nos textes, à la qualité de nos débats, et je voudrais rendre hommage à tous les sénateurs, à toutes les sénatrices qui ont contribué à la préparation de nos débats. Je voudrais également profiter de cet échange pour rendre un hommage appuyé aux fonctionnaires de Bercy. Ils ont le sens de l'État et du service public. Ils sont engagés à nos côtés dans le redressement de nos comptes. Et je souhaite profiter de l'occasion qui nous est donnée d'être ensemble pour dire que je ne partage pas la critique souvent faite d'une technocratie à Bercy qui serait très éloignée de ce que sont les préoccupations de notre pays. Cela est injuste parce que ces fonctionnaires contribuent à l'élaboration de la décision politique. Si elle n'est pas bonne, et il peut arriver qu'elle ne le soit pas, nul n'est à l'abri des erreurs, ce n'est pas aux fonctionnaires qu'il faut en imputer la responsabilité, mais aux ministres qui décident. Et les ministres sont là pour protéger leur administration et pour dire que leur administration n'a pas à être comptable de toutes les difficultés, de tous les maux auxquels un pays peut être confronté. Cela est consubstantiel à la République. Les fonctionnaires dans la République appliquent les orientations que le pouvoir politique souhaite voir prévaloir. Ils le font en tout temps et en toute période avec beaucoup de loyauté, de compétence et de sens des responsabilités. Et lorsque nous abordons les questions que nous abordons aujourd'hui, qui sont des questions sérieuses, il est important de pouvoir leur rendre l'hommage qu'on leur doit. Et je veux dire très clairement que nous sommes en confiance avec les collaborateurs de Bercy et je veux leur rendre hommage pour la qualité du travail qu'ils font, l'ardeur qu'ils mettent à bien faire leur travail et le sens profond de l'État dont ils témoignent. Je voudrais également profiter de cette séance pour insister sur quelques points, en donnant des chiffres, parce que finalement la seule chose qui vaut lorsqu'on parle de budget, c'est la réalité des chiffres. Je voudrais insister d'abord sur l'évolution des déficits et le redressement de nos comptes. Je voudrais insister ensuite sur l'effort d'économie en dépenses que représente ce budget. Je voudrais insister également
sur les mesures qu'il contient, à la fois pour le redressement de notre économie et le pouvoir d'achat, qui est un sujet important. Et dans la question du pouvoir d'achat, j'inclus celle de l'emploi. Et je voudrais insister enfin sur quelques questions qui nous tiennent à cœur, au ministre de l'économie et à moi-même, et qui concernent des sujets sur lesquels nous sommes mobilisés. Ce projet de loi de finances en témoigne, mais le projet de loi de finances rectificative également, de même que le projet de loi de lutte contre la fraude. Je veux parler de l'action résolue que nous avons engagée ensemble pour lutter contre la fraude fiscale et faire en sorte que nous récupérions des recettes sur ceux qui ont décidé d'eux-mêmes de ne pas payer l'impôt, de telle sorte à ce que chaque euro récupéré sur ceux qui fraudent soit un impôt de moins prélevé sur ceux qui, depuis longtemps, s'acquittent de leur devoir de citoyen. Alors commençons par les déficits et regardons la séquence des chiffres, puisque finalement ce sont les chiffres qui disent quelle est la trajectoire. Le reste, c'est le tohu-bohu et le vacarme qui peut occuper tout l'espace public, parfois sans que la bonne foi nécessairement soit convoquée. La réalité des chiffres. Lorsque nous sommes arrivés en situation de responsabilité, le déficit nominal était de 5,3%. En 2012, il est de 4,8%, là où nous étions fixés un objectif, il est vrai, de 4,5%, mais tous ceux qui, au sein de la Commission des finances, ont regardé de près les raisons de ce décalage savent qu'il s'explique essentiellement par la nécessité dans laquelle nous nous sommes trouvés de prendre en compte la situation de la banque Dexia, dont il a fallu tenir compte des difficultés auxquelles elle était confrontée, et également de la nécessité à laquelle nous avons été confrontés d'intégrer des crédits de paiement qui n'avaient pas été alloués à l'Union européenne depuis novembre 2010 et qui mettaient l'Union européenne dans l'impossibilité d'honorer les engagements qu'elle avait pris dans le cadre des perspectives financières pour la période 2007-2013. Si l'on enlève ces deux éléments de 2012, nous sommes très près de l'objectif que nous étions fixés à nous-mêmes, et c'est par conséquent, pour des raisons qui tiennent à ces éléments extérieurs, que le décalage de 0,3 points a été constaté en 2012. En 2013, nous avons l'objectif d'être à 4,1%. Je reviendrai tout à l'heure à la fois sur les recettes et la manière dont nous tenons la dépense. Et le budget que nous vous présentons pour 2014 est un budget qui nous conduira à 3,6%. Donc, comme vous pouvez le constater, en dépit de ce qu'il m'arrive d'entendre souvent, ces chiffres sont incontestables, ils sont dans les rapports que vous avez eu à étudier, les déficits ne dérapent pas, et nous sommes dans une stratégie continue de réduction des déficits depuis que nous sommes en situation de responsabilité. Et non seulement cette réduction des déficits est là, qui donne un sens à la trajectoire, mais nous avons réussi à atteindre cet objectif en faisant des efforts structurels que la Commission européenne comme le Haut Conseil des finances publiques salue. Je veux là donner les chiffres précis, 1,3% en 2012, 1,7% en 2013, 1% en 2014. Si la Commission européenne, dans le cadre du semestre européen et du programme de stabilité à l'occasion duquel nous prenons nos engagements, reconnaît que la trajectoire est tenue, c'est parce qu'elle sait que les chiffres d'efforts structurels que je viens de vous donner sont ceux qui correspondent à ce que nous faisons, mais aussi aux engagements que nous avons pris. Et il est important que cette crédibilité, à tout moment, soit réaffirmée, préservée, maintenue, parce que si nous voulons retrouver le chemin de la croissance, il faut que nous fassions cet effort d'assainissement de nos comptes publics, de la même manière que nous n'avons aucune chance d'atteindre l'objectif de l'assainissement de nos comptes publics si nous ne mettons pas tout en œuvre pour retrouver le chemin de la croissance. Cet effort de réduction des comptes publics, il s'exprime également dans la maîtrise des comptes sociaux. Je veux rappeler qu'en 2010, qui est une année où le taux de croissance était un peu supérieur à 1,5%, il y a eu une dégradation du déficit des comptes sociaux, du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse de l'ordre de 4,5 milliards d'euros. Le déficit des comptes sociaux ayant été porté à 28 milliards. Lorsque nous sommes arrivés en situation de responsabilité en 2011, le déficit était de 20,8 milliards. Si nous n'avions rien fait, au moment de la loi de finances rectificative pour 2012, il aurait été vraisemblablement porté au-delà de 25 milliards. Mais nous avons pris des dispositions. En 2012, le déficit est de 17,5 milliards. En 2013,
il sera de 16,2 milliards. Et en 2014, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale dont nous avons débattu, il sera de 12,8 milliards. Ce qui veut dire que nous sommes là aussi dans une séquence de diminution des déficits des comptes sociaux très affirmée, qui nous conduit en l'espace de 18 mois, à diminuer les déficits des comptes sociaux de 8 milliards. Et si nous maintenons cette tendance-là, nous serons à peu près à 4 milliards de déficit du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse en 2017, c'est-à-dire qu'en 5 ans, nous aurons divisé par plus de 5 le déficit des comptes sociaux. Voilà les chiffres. On peut ensuite débattre à l'infini des choses, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Déficits nominaux, déficit des comptes sociaux. Je veux dire au Sénat et à travers le Sénat aux Français que les efforts qui ont été faits, qui ont été accomplis et qu'il faut reconnaître, ils ont été parfois lourds, aboutissent à la réduction des déficits, là où, au cours des dernières années, on les a vus souvent s'envoler de façon significative. Certes, il y avait la crise, mais lorsque l'on prend la période précise de la crise et qu'on regarde par-delà la crise comment a évolué le déficit structurel dans la période 2008-2011, on se rend compte que le déficit structurel lui-même a augmenté pendant la période, ce qui témoigne du fait que la crise n'était pas le seul élément d'augmentation des déficits et de dégradation de nos comptes, comme en témoignent d'ailleurs les rapports du Haut Conseil des finances publiques. Voilà pour ce qui concerne les déficits. Le deuxième sujet sur lequel je voudrais insister, c'est sur la dépense. Ma conviction profonde est qu'il n'y aura pas de possibilité, j'insiste sur ce point, de préserver nos services publics et le modèle social français, qui sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Le ministère du Budget n'est pas le ministère du prélèvement par l'impôt du patrimoine de ceux qui en ont un. Il est surtout, et il doit être avant tout, dans la crise et dans le contexte, le ministère de la préservation du patrimoine de ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire du service public et de la protection sociale. Si nous sommes attachés au service public et à la protection sociale, au modèle social français, souvent évoqué par le Premier ministre, alors il faut que nous parvenions à faire en sorte, comme un devoir, que la mauvaise dépense publique ne chasse pas toujours la bonne, et qu'il ne reste que la bonne, c'est-à-dire que chaque euro dépensé soit un euro utile, de manière à faire en sorte que précisément le modèle social français et les services publics à la française puissent être préservés comme le patrimoine dont ont besoin les Français les plus modestes et les plus exposés à la crise dans le tumulte de la crise. Et il n'y a pas, dans la volonté de ce gouvernement de réduire les déficits, une pente ou une orientation que certains se plaisent à qualifier d'austéritaire et qui se ferait au détriment des services publics ou de la protection sociale. Non. Si nous voulons que la mauvaise dépense publique ne chasse pas la bonne, c'est par attachement viscéral au modèle social français et parce que nous avons la conviction qu'il n'y a pas de possibilité d'assurer la soutenabilité de ce modèle si nous ne faisons pas en sorte que par la maîtrise de la dépense publique, cette soutenabilité soit dans la durée garantie. Alors nous devons faire des économies. Et ces économies, nous les faisons avec discernement. 9 milliards sur l'État, 6 milliards sur la sphère sociale. 9 milliards sur l'État qui absorbe le tendanciel d'augmentation de la dépense publique sur l'État, qui est de l'ordre de 7,5 milliards, et au-delà, nous faisons 9 milliards d'économies, ce qui veut dire une diminution des dépenses de l'État de 1,5 milliard d'euros. 6 milliards sur la protection sociale. Et précisément en faisant en sorte que ce que je vous indique là soit mesuré à l'aune des instruments qui présidèrent à la mesure des efforts faits par les précédents gouvernements. Car nous n'avons pas changé les instruments de mesure. Et précisément, nous revendiquons qu'ils restent identiques à ce qu'ils furent toujours. Parce qu'il n'y a aucune raison que ce gouvernement ne soit pas jugé dans les efforts qu'il fait comme le furent les précédents, mais à contrario, ou à rebours, ou en revanche, il n'y a pas de raison non plus que ce gouvernement, sous prétexte qu'il est différent, soit jugé à l'aune d'instruments de mesure
qui seraient différents de ceux qui ont présidé à l'évaluation des politiques des précédents. La Cour des comptes, la Commission européenne ont de ce point de vue-là défini des critères. Ils s'appliquent à ce gouvernement comme ils s'appliquaient au précédent. Et si la Commission européenne, dans son rapport récent, a bien reconnu qu'il y avait 0,7% de l'effort que nous accomplissons qui résultait d'économies en dépenses, c'est précisément parce qu'elle reconnaît que les économies que nous faisons en sont bien et qu'elle nous évalue comme les précédents gouvernements ont été évalués. Alors comment se répartissent ces économies? Où sont-elles? Je veux en dire un mot. Les 9 milliards sur l'État, 3 milliards sur les administrations, 2,7 milliards exactement sur les administrations centrales de l'État. Ces économies, nous les faisons en maîtrisant l'évolution des rémunérations des fonctionnaires. Et il faut rendre hommage à l'effort qu'ils font pour contribuer au redressement de nos comptes publics. Le gel du point de la fonction publique est un effort demandé aux fonctionnaires. Il ne faut pas le contester. Et lorsque nous les voyons stigmatisés, parfois mis en cause, parce qu'ils coûteraient trop cher, parce qu'ils seraient, par construction, la cause de dépenses que nous ne serions pas en situation de maîtriser, c'est faux. Ils contribuent à l'effort, le gel de la fonction publique, la division par 2 des mesures catégorielles, l'évolution des effectifs aussi de la fonction publique qui, contrairement à ce que nous entendons parfois, n'augmente pas de façon non maîtrisée mais diminue. C'est 1373 fonctionnaires de moins cette année par rapport à l'an dernier, dans le cadre non pas de mesures de rabot qui désorganisent des services tout entiers, mais dans le cadre d'une modernisation de l'administration qui permet de dégager des effectifs là où nous faisons des efforts de numérisation, de dématérialisation, à l'instar de ce qui se passe dans quelques ministères. Je veux prendre 2 exemples. Le ministère de la Justice, avec une modification des normes comptables, la mise en place d'une plateforme judiciaire d'entraide, autant d'éléments qui permettent d'économiser par un effort de modernisation, sans que cela n'affaiblisse la justice dans sa capacité à remplir ses missions de service public, 45 millions d'euros. De même, la télédéclaration au ministère des Finances, la numérisation de l'activité de Bercy permet de dégager près de 120 millions d'euros d'économies. Je voudrais dire un mot également sur les opérateurs de l'État, qui, après les administrations centrales, permettent de faire 3 milliards d'économies. Les opérateurs de l'État ont vu leur budget augmenter de 15% au cours du précédent quinquennat. Et les dépenses de personnel de ces opérateurs ont augmenté de 6%. Nous diminuons, par un effort de rationalisation, de regroupement, de mutualisation, les effectifs des opérateurs de l'État. Et là où leurs dépenses de fonctionnement ont augmenté de 15%, dans le budget qui vous est présenté, elles diminuent de 4%. Je le dis parce que lorsque l'on s'interroge sur le fait de savoir où sont les économies, je vous les détaille là précisément. Et nous allons continuer à faire ce travail dans le cadre de la modernisation de l'action publique, de rationalisation des opérateurs de l'État, de même que nous faisons un effort considérable de maîtrise des taxes affectées dont ces opérateurs bénéficient, à l'instar des décisions que nous avons prises sur les organismes consulaires, près de 300 millions d'économies par la maîtrise des taxes affectées ou des agences de l'eau, même si cela a pu faire débat. Enfin, je voudrais insister sur le fait que nous rationalisons aussi notre politique d'intervention sur des sujets d'ailleurs très divers, qu'il s'agisse de la remise en cause d'un certain nombre de grands projets mal maîtrisés en investissement et dont le fonctionnement induit aurait été coûteux pour le budget de l'État, qu'il s'agisse aussi de la redéfinition de notre relation avec le Stade de France, qui permet une économie de près de 16 millions d'euros, qu'il s'agisse de la remise à plat du financement de l'AFITE, pour des raisons qui tiennent au fait que nous avons souhaité, par cette remise à plat, faire en sorte qu'il n'y ait pas des dépenses annoncées non financées, mais que nous puissions faire en sorte qu'il y ait une vraie déclinaison pluriannuelle du financement de ces infrastructures de transport. Et comme le président Marini évoque la taxe poids lourds, je veux lui dire que si nous avons mis 1 milliard de plus en réserve cette année, c'est précisément pour faire face à toutes les hypothèses et pouvoir assurer la soutenabilité du schéma des infrastructures de transport. Donc nous sommes bien dans une stratégie où, sur les interventions de l'État et les investissements de l'État, sans que cela ne remette en cause les grands investissements dont notre pays a besoin pour se moderniser et faire de la croissance, nous tenons
les choses sérieusement. Sur les 6 milliards de la protection sociale, nous avons l'an dernier exécuté 900 millions sous la norme des dépenses de l'assurance maladie. Cette année, nous sommes au-delà de 500 millions sous la norme. Ce qui veut dire que là où les dépenses d'assurance maladie ont augmenté en moyenne de 4% au cours des 6 à 7 dernières années, nous sommes à 2,4% d'augmentation des dépenses d'assurance maladie, c'est-à-dire dans la maîtrise. Cela permettra de faire 3 milliards d'euros d'économies en 2014, sans que cela ne s'accompagne de déremboursements, de franchises nouvelles qui viendraient priver les Français de la possibilité d'avoir accès aux soins dans des conditions où l'hôpital notamment doit garantir l'égalité d'accès aux soins pour tous les Français. Nous faisons 2 milliards d'économies au titre de la réforme des régimes de retraite, 1 milliard décidé dans la négociation entre les partenaires sociaux au titre du régime des retraites complémentaires Agirc-Arrco et 1 milliard au terme de la réforme des retraites rendue possible par le différé d'indexation des retraites au mois d'octobre qui permet pour cette année d'économiser près d'1 milliard d'euros. Puis il y a la volonté de faire en sorte que nous rationalisions, là aussi par la numérisation, la modernisation, la dématérialisation, la gestion des conventions d'objectifs et de gestion des caisses de sécurité sociale, c'est 500 millions d'euros d'économie, et nous sommes là, sans remise en cause du modèle social français, dans une économie de l'ordre de 500 millions d'euros. Donc à tous ceux qui s'interrogent sur le fait de savoir s'il y a des économies et où elles sont, j'en donne le montant, je dis où elles sont, et par ailleurs je rappelle aussi que ces 15 milliards d'économies qui permettent d'absorber le tendanciel d'augmentation naturelle de la dépense publique et au-delà, sont à rapporter aux 10 milliards d'économies de la révision générale des politiques publiques, 10 milliards d'économies entre 2010 et 2013, c'est-à-dire sur 3 ans, là où nous proposons dans ce budget 15 milliards d'économies en dépenses sur 1 an. Et où nous le faisons, non pas avec un rabot, non pas avec brutalité, mais avec la volonté de procéder à une modernisation de l'administration publique qui permette de constater par l'effet de la modernisation des économies dont nous avons besoin pour ajuster nos budgets. Et je veux profiter de ce débat pour dire que ces 80% d'efforts par les économies dans le budget 2014 doivent se poursuivre par un ajustement des prochains budgets exclusivement par des économies en dépenses. Parce que le niveau des prélèvements obligatoires ne permet pas que les impôts soient sollicités à nouveau, comme cela fut le cas par le passé, tout gouvernement confondu pour ajuster. Pour ajuster, non, pas particulièrement le dernier. Parce que je vais vous donner les chiffres, monsieur le sénateur. Je ne voulais pas le faire pour ne pas être indélicat, mais puisque vous m'y invitez, je vais le faire. 20 milliards de prélèvements en 2011, 21 milliards en 2012, 13 imputables au gouvernement, 8 au nouveau. Et la même chose en 2013. Cette année, dans le budget qui vous est présenté, monsieur le sénateur, l'augmentation des prélèvements obligatoires, c'est 3 milliards. Et si je neutralise les 2 milliards de lutte contre la fraude fiscale, c'est 1 milliard. Là où nous étions dans une augmentation des prélèvements obligatoires en moyenne de 0,5% par an, nous étions dans le cadre du programme de stabilité à 0,3% cette année. Nous avons décidé de faire 0,15. Et si nous neutralisons l'effet de la lutte contre la fraude fiscale, c'est 0,05. Voilà la réalité de ce qui est présenté en termes de prélèvements obligatoires cette année. Et ces chiffres sont incontestables, ils doivent être donnés. Et je veux prendre l'engagement devant vous que le budget qui sera présenté par le gouvernement l'an prochain devant le Sénat et l'Assemblée nationale, ce sera 0% d'augmentation des prélèvements obligatoires et 100% d'économie en dépenses. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que la réforme fiscale qui a été engagée au cours de la première année du quinquennat de François Hollande à travers la barémisation des revenus du capital. Ils sont désormais les revenus du capital taxés comme les revenus du travail. La réforme de l'impôt sur la fortune, la réforme de l'impôt sur les successions. Cette année, la réindexation du barème de l'impôt sur le revenu, la mise en place d'une décote, l'augmentation du revenu fiscal de référence, la volonté que nous avons d'engager la réforme de la fiscalité des entreprises. La réforme fiscale n'est pas le grand soir fiscal, c'est
une méthode souhaitée par le Premier ministre dans la concertation, impulsée par le Président de la République au moment de la campagne comme un engagement et qui doit nous conduire, loi de finances après loi de finances, à faire en sorte que dans la méthode, dans la concertation, dans la maîtrise, nous fassions en sorte que notre fiscalité se modernise pour que nous n'ayons plus aussi recours à l'impôt, mais simplement aux économies en dépenses pour ajuster les budgets de demain. Et cette modernisation, cette réforme fiscale, de nouveau rappelée comme une exigence par le Premier ministre, elle doit atteindre des objectifs clairs. Un, pour ce qui concerne notamment l'investissement des entreprises, la simplification, parce que la simplification est une source de sécurisation de l'investissement des entreprises au moment où nous devons retrouver de la croissance. Deux, la stabilité, parce que nous voyons à quel point l'instabilité fiscale peut être dissuasive des investissements qui font la croissance. Et la stimulation de la croissance, parce que nous avons besoin aujourd'hui de faire de la fiscalité un instrument du retour de la croissance et du retour de l'emploi. Et nous avons besoin, pour ce qui concerne les Français, de faire en sorte que la réforme fiscale soit un instrument de justice fiscale, parce que le consentement à l'impôt, qui doit être plus fort dans la République que toutes les tentations de poujadisme fiscal, doit reposer sur deux idées simples. La première, c'est la justice fiscale qui passe par un impôt plus redistributif. Et la deuxième idée, c'est de rappeler à tout moment que s'il y a des impôts, c'est parce qu'il y a des écoles avec des enseignants, des infirmières dans les hôpitaux, des juges dans les tribunaux, des policiers qui assurent la sécurité dans les rues. Et le consentement à l'impôt, c'est une manière de dire dans la République l'attachement au service public, l'attachement à l'accès de tous à la connaissance, à la sécurité, à la justice. L'impôt est consubstantiel à la République comme le consentement à l'impôt parce qu'il est la garantie de la qualité des services publics et de leur montée en gamme. Voilà le lien entre la réforme fiscale, la volonté de faire des économies en dépenses, de maîtriser la dépense publique et de faire en sorte que le consentement à l'impôt soit constamment renforcé, là où certains voudraient en éloigner le pays en le faisant basculer vers des valeurs qui ne sont pas celles de la République. Enfin, oui, il y a du boulot et vous allez pour cela nous aider. Parce que quand il y a du travail, il vaut mieux le faire ensemble plutôt que de chercher partout la division, la confrontation, des conflits et des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Voilà ce que je voulais dire sur les économies, voilà ce que je voulais dire sur les services publics et la réforme fiscale. Et je voudrais conclure sur un point qui est celui des mesures pour les entreprises, le pouvoir d'achat, que contient ce projet de budget pour 2014. D'abord, la question du pouvoir d'achat, elle est au cœur de ce budget. Je le dis pour les parlementaires de toute sensibilité qui s'interrogent légitimement sur cette question. Quand je dis légitimement, c'est parce que cette question est toujours légitime, c'est pas parce qu'il y a matière à s'inquiéter. Nous avons pris des mesures pour le pouvoir d'achat, elles sont fortes. Réindexation du barème de l'impôt sur le revenu, là où il avait été gelé depuis 2011 de façon très injuste, conduisant des Français qui n'avaient pas vocation à payer l'impôt à devoir le payer alors qu'ils n'étaient pas parmi les plus riches. Augmentation du revenu fiscal de référence et de la décote pour corriger l'effet du gel de la demi-part, de la mise en place de la demi-part des veuves qui avait conduit beaucoup de Français qui avaient travaillé toute leur vie à devoir payer de la taxe d'habitation, de la contribution sociale généralisée ou de la taxe audiovisuelle alors qu'ils n'avaient pas vocation à la payer. Ces trois mesures, réindexation, augmentation du revenu fiscal de référence, mise en place d'une décote, sont des mesures de justice, qui sont des mesures de pouvoir d'achat, qui sont destinées à corriger les effets d'injustice d'hier et qui ont pu conduire des Français à entrer dans l'impôt alors qu'ils n'avaient pas vocation à y entrer. Mais je pourrais prendre d'autres exemples, augmentation de 2% du RSA au-dessus de l'inflation, mise en place des tarifs sociaux de l'électricité pour faire en sorte que le tarif de l'énergie, la facture énergétique ne pèse pas aussi durement sur le revenu des Français parce que l'énergie est un élément du pouvoir d'achat. Mise en place de 55 000 bourses supplémentaires pour que les enfants de tous les Français qui veulent faire des études puissent avoir accès à l'université lorsque les parents n'ont pas nécessairement les moyens de contribuer au financement des études de leurs enfants. Je pourrais évoquer aussi les dispositions que nous avons prises sur la TVA à taux réduit pour la rénovation énergétique,
qui va permettre de diminuer, là aussi, la facture énergétique des ménages les plus modestes. Je pourrais parler du taux réduit de TVA sur le logement social et les petites réparations, qui va permettre, dans les zones tendues, de construire des logements qui offriront un niveau de loyer beaucoup plus faible que celui qui prévaut dans ces zones où les logements manquent, de manière à ce que les loyers ne viennent pas obérer, là aussi, le pouvoir d'achat des plus modestes des Français. Toutes ces mesures qui sont dans le projet de loi de finances pour 2014 sont des mesures de pouvoir d'achat, comme la volonté que nous avons eue de faire un effort massif pour l'emploi, les contrats de génération, les contrats d'avenir, les contrats aidés. Parce que lorsque la crise est là, qui prive des millions de Français d'emploi, les privant aussi d'un avenir et de la possibilité d'avoir accès à la consommation, donner des perspectives d'emploi pour ces Français, c'est leur donner la possibilité de se construire un avenir, d'avoir accès à la consommation et par conséquent d'avoir un peu accès à l'espérance, là où la crise a fait tant de dégâts. Donc toutes ces mesures, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, sont dans le projet de loi de finances pour 2014. Et puis, je voudrais également indiquer que dans le retour de la croissance et du pouvoir d'achat, il y a aussi ce que nous faisons pour les entreprises. Nouveau régime des plus-values de valeur mobilière pour que ceux qui prennent des risques en investissant dans les PME, PMI innovantes ne soient pas découragés de le faire. Mise en place du nouveau régime des jeunes entreprises innovantes. Mise en place d'un nouveau dispositif d'amortissement pour ceux qui, parmi les grandes entreprises, interviennent dans le financement des PME, PMI dans le cadre du dispositif dit Corporate Venture. Mise en place d'un dispositif d'amortissement intéressant pour ceux qui décident d'investir dans la robotisation pour que nous puissions gagner de la compétitivité et de la productivité. Grande réforme de l'assurance vie destinée à faire en sorte que l'on engage les financements, enfin les placements en assurance vie, 1 400 milliards d'euros, davantage vers le logement et les PME, PMI innovantes. Ce budget est un budget qui dit sa confiance dans notre appareil productif, dans la croissance, dans nos PME, dans nos PMI, dans l'innovation. Parce que ce budget est un budget qui veut non seulement corriger des injustices, préserver le pouvoir d'achat, mais donner une chance à notre appareil productif de se redresser pour que nous rencontrions à nouveau le chemin de la croissance. Et enfin, je conclus par la fraude. La lutte contre la fraude fiscale, nous en attendons 2 milliards d'euros cette année. La lutte contre la fraude fiscale, c'est un élément déterminant de la réforme fiscale appelée de ses vœux par le Premier ministre. C'est un élément qui est déterminant pour renforcer le consentement à l'impôt. Savoir, je le dis pour les sénateurs qui se sont impliqués sur ce sujet, notamment le sénateur Alain Bocquet qui a fait un travail très remarquable avec Éric Bocquet. Mais Alain Bocquet est excellent aussi comme parlementaire. Et vous, Madame la sénatrice, à tous ces sénateurs qui se sont et sénatrices qui sont mobilisés, je veux dire mes remerciements parce que tout ce que nous faisons pour lutter contre la fraude est une manière de renforcer le consentement à l'impôt. 2 milliards attendus de lutte contre la fraude. 1 milliard sur les particuliers. La circulaire qui a été prise au mois de juin est une circulaire qui nous conduit aujourd'hui à traiter près de 7000 dossiers déposés depuis 3 mois. C'est-à-dire beaucoup plus qu'au cours des 4 dernières années. Et ce nombre de dossiers significatifs déposés devant notre administration nous rend optimistes quant à la possibilité d'atteindre l'objectif d'1 milliard d'euros récupérés au titre de la lutte contre la fraude fiscale. Et puis il y a tout ce que nous faisons aussi, Madame la sénatrice, pour lutter contre la fraude fiscale des entreprises. Je vais en parler. Si, ne vous inquiétez pas, je vais conclure par cela. Et pour ce qui concerne les entreprises, nous avons à la fois, à travers les réformes concernant la comptabilité analytique, la déduction des intérêts d'emprunt, l'inversion de la charge de la preuve, la réflexion engagée sur l'abus de droit, permis, sur l'optimisation et la lutte contre la fraude, qui sont deux sujets différents, d'avancer beaucoup. Alors y a-t-il, et je conclus vraiment par cela, j'en ai fini dans 1 minute, un effondrement des recettes fiscales résultant du fait que la courbe de l'affaire parviendrait aujourd'hui à nous priver de recettes dont nous avons besoin. Je veux répondre 2 choses précises. La première chose que je veux dire, c'est que la Commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ont toujours été informés en temps réel de la situation. Nous avons bâti un projet de loi de finances initiale 2013 avec 0,8 de croissance. Il y a 0,1. Et il y a toujours une élasticité des recettes à la croissance, c'est bien connu.
Et vous le savez, mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices de l'opposition, pour la bonne et simple raison qu'en 2009, lorsque la crise s'est enclenchée, vous avez eu un impact massif sur l'impôt sur les sociétés, infiniment plus massif que celui que nous constatons aujourd'hui. Donc oui, il y a un décalage de 10 milliards entre les recettes inscrites dans la loi de finances initiale 2013 et ce que nous constatons, mais pour des raisons tout simplement qui tiennent au fait qu'il y a un décalage de croissance entre 0,8 et 0,1, qu'il y a une moindre élasticité des impôts à la croissance et une élasticité d'autant moindre que nous sommes depuis de longues années dans une période de croissance étale ou atone, et que déduire de cela, alors que ce phénomène s'est déjà produit par le passé, que ce que nous constatons aujourd'hui n'est pas fondamentalement différent de ce qui s'est passé lorsque la crise était là et que la croissance ou l'absence de croissance impactait les recettes fiscales. Dire que cette situation résulte d'un exil fiscal massif ou alors d'un effet en France de la courbe de l'affaire ne serait pas correct. Oui, c'est vrai, mais comme ce fut le cas par le passé, dans des situations comparables, lorsqu'entre les hypothèses de croissance initiale et les croissances réelles, des décalages existaient. Et autant je pense qu'il est important que cette transparence soit faite, et je la fais, mesdames et messieurs les sénateurs, devant vous parce qu'on vous la doit, autant il n'est pas correct de profiter de ces éléments pour faire peur, pour manipuler, pour inférer des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet dont on traite, et c'est par cela que je voulais conclure, parce qu'un débat budgétaire, c'est un débat transparent, c'est un débat honnête, c'est un débat à l'occasion duquel on doit à la représentation nationale la vérité. Merci. La parole est à François Marc, rapporteur général de la Commission des finances. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, chacun a conscience, au moment où nous entamons la discussion de ce projet de budget pour 2014, du contexte particulier dans lequel il s'inscrit. Le débat autour de la question fiscale est à la fois légitime et nécessaire. Le consentement à l'impôt est un fondement de notre démocratie. Il ouvre d'ailleurs chaque projet de loi de finances de l'année, après désormais le fameux article liminaire qui rappelle que nos choix s'inscrivent dans le cadre de nos engagements européens. Mais il convient de prendre garde à ce que ce débat ne conduise pas à une remise en cause du principe même de solidarité et de la légitimité de l'intervention de l'État pour la garantir. Devant le risque d'un délitement du consentement à l'impôt, il faut rappeler que les prélèvements obligatoires assurent le financement de nos services publics et de notre système de protection sociale. D'aucuns les jugent trop coûteux, mais certaines dépenses ne sont pas supprimées comme par magie parce qu'elles ne seraient plus des dépenses publiques. Certains peuvent juger notre système de santé coûteux, mais rappelons que les États-Unis dépensent nettement plus que nous pour leur santé dans le cadre d'un système fondé sur une logique libérale. Il faut s'attacher à comprendre les réactions de nos concitoyens, mais se garder, me semble-t-il, d'inscrire ces réactions au seul passif de l'actuel gouvernement. Le précédent gouvernement, faut-il le rappeler, a augmenté les prélèvements obligatoires de 33 milliards d'euros en un an et demi. En un an et demi, c'est davantage en un an et demi que les augmentations auxquelles il a été procédé depuis lors. Certes, je conçois que les Français acceptent plus difficilement la dernière augmentation que toutes les précédentes. D'autant que l'ancien gouvernement nous a laissé quelques bombes fiscales à retardement. Certains contentieux européens en attestent d'ailleurs. Mes chers collègues, nous recevons dans nos permanences depuis quelques semaines, quelques mois, de très nombreux concitoyens qui viennent se plaindre de situations qu'ils ne comprennent absolument pas. Ils doivent payer aujourd'hui des impôts parce qu'ils n'en payaient pas hier,
Des veuves viennent se plaindre d'une situation qu'elles n'avaient pas du tout anticipée. Et je ne parle pas des élus qui viennent nous dire aujourd'hui, mais la CVAE, je suis surpris, j'ai 10, 15, 20% de moins dans les recettes prévues pour l'année. Mes chers collègues, il ne faut pas avoir la mémoire courte à cet égard, et je veux dire ici que c'est le précédent gouvernement qui a procédé, écoutez bien, le ministre l'a indiqué, mais faut-il le rappeler ici, le précédent gouvernement qui a procédé au gel du barème de l'impôt sur le revenu, qu'il est proposé de corriger aujourd'hui, puis de supprimer cette année. C'est l'ancien gouvernement qui a supprimé le bénéfice de la demi-part fiscale supplémentaire attribuée aux veuves, dont l'entrée en vigueur a été progressive. C'est lui aussi qui a adopté des dispositions en matière de taxation des plus-values qui ont littéralement bloqué le marché immobilier. C'est encore lui, Madame Deségaux, et vous le savez fort bien, qui a mis en œuvre dans la précipitation la fameuse réforme de la taxe professionnelle dont tout le monde se plaint aujourd'hui. C'est enfin lui, et vous êtes bien placé, Madame Deségaux, pour connaître ce dossier, c'est ce gouvernement précédent, vous le savez fort bien, qui a mis en place cette fameuse écotaxe et qui a signé un contrat de partenariat avec cette société Ecomove sur lequel nous souhaitons rapidement faire toute la lumière. Donc, beaucoup de griefs portent aujourd'hui sur la compétitivité de notre économie. N'oublions pas à ce sujet que le coût du travail a augmenté beaucoup plus rapidement qu'en Allemagne durant les 10 dernières années, ce que nous commençons à corriger avec la mise en œuvre du crédit d'impôt compétitivité emploi. Alors d'aucuns nous disent aujourd'hui que le gouvernement ne va pas assez loin et nous donne volontiers des leçons de courage politique. Mais la précédente majorité avait voté une TVA sociale, rappelez-vous, c'est pas si loin, dont les effets sur le coût du travail étaient moindres en toute fin de législature et avec un effet différé dans le temps, comme si cette mesure n'était en définitive rien de plus qu'un marqueur symbolique dans le cadre d'une campagne électorale. Ainsi, chers collègues de l'opposition, lorsque vous critiquez aujourd'hui les augmentations de TVA, où est la cohérence? Quelle est en définitive votre position? On aimerait bien la connaître. Les réactions auxquelles nous sommes confrontés trouvent donc leur source au moins autant, sinon plus, dans la gestion des gouvernements précédents que dans celle menée depuis 1 an et demi. Bien sûr, je ne conteste pas la légitimité d'un débat, même intense, sur les choix du gouvernement pour parvenir à notre redressement. Il est sain qu'il existe, qu'il expose des alternatives et permette à nos concitoyens d'être éclairés sur notre situation. En revanche, il est irresponsable d'encourager, dans un but de politique à court terme, le rejet de l'impôt qui se manifeste ici ou là, compte tenu de l'enjeu et du défi que représente la réussite du redressement de nos finances publiques pour notre pays. J'assume, pour ma part, totalement les décisions de rééquilibrage des finances publiques prises au travers notamment de l'augmentation de l'imposition des patrimoines, des hauts revenus et du capital. Ces mesures ont d'ailleurs moins affecté la croissance que des coupes dans les dépenses publiques auxquelles il ne pouvait du reste être procédé sans avoir mené au préalable les concertations et les évaluations nécessaires. Elles ont en outre concerné, dans un souci de justice sociale, surtout les ménages les plus aisés. La précédente majorité nous reproche de ne pas réduire assez les dépenses publiques. Elle qui a augmenté massivement les prélèvements obligatoires, je viens de le dire, après avoir quelques années plus tôt, rappelez-vous ce bouclier fiscal, multiplié les cadeaux fiscaux inutiles, dont certains pèsent encore sur nos comptes publics. Je pense par exemple, mon cher collègue, à la défiscalisation des intérêts d'emprunt pour l'achat d'une résidence principale. Aussi, les réformes structurelles que l'opposition d'aujourd'hui reproche au gouvernement de ne pas avoir réalisées, elle n'a pas su les conduire au cours des 10 années précédentes, lorsqu'elle était elle-même au pouvoir. D'ailleurs,
la RGPP, elle est rapidement devenue, au mieux, une construction visant à crédibiliser la suppression d'un emploi de fonctionnaire sur 2 partant en retraite, au pire, un exercice de communication, et au total, les dépenses publiques ont tout de même augmenté de 1,6% par an, en moyenne, pendant l'ensemble du quinquennat de M. Sarkozy. À y regarder de plus près, d'ailleurs, mais j'en dirai plus sur d'autres sujets, Monsieur le Président, ne vous inquiétez pas. À y regarder de plus près, d'ailleurs, quelles réformes de structure ont été menées à bien pendant ce quinquennat passé? La réforme des retraites? Eh bien, nous sommes obligés, même pas 3 ans après, de la corriger pour introduire de la justice et de l'approfondir pour garantir la survie de notre modèle. L'effort en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche, à travers notamment le crédit d'impôt recherche, l'autonomie des universités et le grand emprunt, c'est en effet un point important, mais qui ne permet pas de produire des économies, bien au contraire. Aujourd'hui, pas davantage qu'hier, la droite ne sait nous dire où il faudrait faire des économies, en dehors d'une réduction dogmatique du nombre des fonctionnaires qu'elle se plaît à stigmatiser. Et je crois, mes chers collègues de l'opposition, que la droite s'honorerait à aller au bout de sa logique en nourrissant le débat politique avec des véritables propositions au-delà des pétitions de principe. J'espère donc que notre débat sera marqué par la cohérence, car cela nous serait collectivement utile. Pour ma part, je soutiens pleinement l'action du gouvernement et l'encourage à être déterminé dans les choix difficiles qui permettront de respecter nos engagements européens. L'acte 1 du redressement a porté à titre principal sur les recettes. L'acte 2, que ce présent projet de loi de finances inaugure, fera désormais porter la totalité de nos efforts sur les dépenses publiques. Notre trajectoire pluriannuelle des finances publiques a dû être ajustée à plusieurs reprises ces derniers mois, compte tenu d'une croissance et de recettes fiscales moins dynamiques que prévu. Je remercie Bernard Cazeneuve de nous avoir donné les explications utiles à cet égard. Nous avons ainsi décalé cette trajectoire qui vise à nous faire passer sous le seuil de 3% de déficit par an par rapport au PIB en 2015, puis nous permettre d'atteindre l'équilibre structurel en 2016 et pleinement en 2017. Et la Commission européenne a confirmé la justesse de ses prévisions de croissance et a donné un satisfecit au projet de budget pour 2014, qui prévoit un effort ajouté à celui de 2013, conforme à l'évolution du solde structurel qui nous était demandé. Elle nous a aussi fait part de ses interrogations et de ses recommandations. Je veux d'abord dire qu'elles sont pleinement légitimes. Nous avons collectivement souscrit à un règlement de copropriété de l'euro, pour reprendre une expression chère à notre collègue Jean Arthuis. Il serait paradoxal de se plaindre aujourd'hui qu'il soit appliqué avec discernement, mais sans exception ni tabou. La Commission européenne constate également que nous n'avons pas encore adopté l'ensemble des mesures permettant de sécuriser l'atteinte du seuil des 3% de déficit par rapport au PIB en 2015 et nous engage à mettre en œuvre des réformes structurelles. Il nous reviendra en effet de prendre les dispositions nécessaires au respect de notre trajectoire dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2015. Je me permets d'insister sur quelques points qui me semblent déterminants pour assurer ce respect de notre trajectoire. D'abord, il s'agit bien de faire porter notre effort sur l'ensemble des dépenses publiques. L'État et ses opérateurs, mais aussi les organismes de sécurité sociale et les collectivités territoriales. Ensuite, cette réduction des dépenses publiques ne sera ni simple ni indolore. C'est un défi exigeant que nous devons collectivement relever. Enfin, elle ne sera pas temporaire. Si nous croyions ou faisions croire qu'il suffirait de faire un effort quelques mois ou quelques années, le temps que l'orage passe, nous mentirions à nos concitoyens et nous n'arriverions pas à consolider dans la durée notre redressement. Il s'agit bien de définir de manière pérenne un modèle plus économe des deniers publics. Les gouvernements
ont cherché au cours des dernières années, à travers diverses méthodes, à optimiser le fonctionnement de l'État pour ralentir la croissance de ses dépenses. Nous devons bien sûr ne jamais perdre de vue cette exigence de l'efficience et de l'efficacité. Toutefois, les économies auxquelles nous devrons procéder en 2015, plus de 15 milliards d'euros, ne pourront être obtenues ni en concentrant notre effort sur l'État, ni en nous contentant d'optimiser, de rationaliser ou de raboter la dépense. Ce ne serait pas à la hauteur des enjeux. De plus, nous sommes arrivés à un point où cette méthode que nos prédécesseurs ont mise en œuvre trouve ses limites. Elle peut nous conduire à prendre des décisions qui ne seraient, sur le long terme, ni les plus économes, ni les plus justes. Je pense par exemple à la dérive de certains contentieux ou au recours à des partenariats publics-privés. Le projet de budget que nous allons examiner est marqué par l'importance des efforts d'économie d'un montant inégalé. Il est aussi porté par deux ambitions que le gouvernement entend concilier, celle de la compétitivité des entreprises et celle de la justice sociale. Tout d'abord, sur la compétitivité et donc sur l'emploi. Je souhaitais dire que nous devons aider nos entreprises, et en particulier nos PME, à se développer, à investir et à exporter. Nous avons déjà mis en œuvre plusieurs outils et engagé une baisse inédite du coût du travail avec le crédit d'impôt compétitivité emploi. Et ce projet de loi, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, comporte aussi plusieurs dispositions bienvenues. La réforme du régime des plus-values de cession, l'amortissement exceptionnel pour l'amortissement des robots dans les PME, nous souhaitons l'étendre aux ETI, la simplification de l'assiette du crédit d'impôt recherche, l'extension du régime d'exonération sociale accordé aux jeunes entreprises innovantes, notamment. Le financement des PME sera facilité par la création d'un nouveau plan d'épargne en actions qui leur sera dédié et de nouveaux supports d'assurance vie dans le projet de loi de finances rectificative. Cette action en faveur de la compétitivité de nos entreprises doit dépasser le cadre du budget et s'inscrire dans une dimension européenne. Nous devons faire entendre qu'il n'est pas possible de laisser l'Europe tolérer, voire encourager, une concurrence fiscale et sociale qui met à mal notre modèle et qui, demain, sapera la construction européenne. Je me félicite d'ailleurs de l'annonce faite ce matin même par Angela Merkel de la mise en place d'un salaire minimum généralisé en Allemagne. De même, la question du taux de change de l'euro ne peut être éludée, car toutes les grandes puissances économiques procèdent de fait à des formes de dévaluation compétitive, et le niveau de l'euro contribue dès lors, en France comme dans d'autres pays, à la disparition des industries les plus fragiles. Enfin, l'Europe doit poursuivre de manière énergique les efforts engagés en faveur de la levée du secret bancaire, de la lutte contre les paradis fiscaux et de l'échange automatique d'informations. Des progrès considérables ont été déjà accomplis, si l'on se réfère par exemple à l'évolution de la Suisse. D'autres pays encore doivent rentrer dans le rang, en Europe comme en dehors. C'est une question importante parce que la lutte contre la fraude fiscale apporte à l'État des recettes qui sont tout sauf anecdotiques et parce que nos concitoyens ne doivent pas avoir le sentiment que certains, parmi les plus favorisés, pourraient échapper impunément à l'effort commun. Je veux enfin parler du deuxième objectif majeur, qui est celui de la justice sociale. En effet, la seconde priorité de ce projet de budget, c'est bien la justice sociale. Là aussi, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, il est essentiel à mes yeux de protéger les ménages les plus fragiles qui ont été les plus durement touchés par la crise. C'est dans cet esprit qu'ont été prises un certain nombre de mesures en faveur de nos concitoyens les plus fragiles. Augmentation de l'allocation de rentrée scolaire, amélioration des bourses pour les étudiants, revalorisation du RSA socle, création d'un RSA jeune et hausse de l'allocation pour adultes handicapés. Et s'agissant des ménages imposables les moins favorisés, nos collègues députés ont introduit dans le projet de loi de finances un certain nombre d'avancées au-delà de la fin du gel du barème de l'impôt sur le revenu.
Cela aussi, nous l'assumons pleinement, car au moment où nous devons procéder à des ajustements difficiles, le souci de la justice sociale doit être permanent. Cette préoccupation de justice doit s'étendre au financement des collectivités territoriales. Elles ne peuvent bien sûr être exclues de l'effort de redressement des comptes, mais celui-ci doit s'accompagner d'une limitation du coût des normes et des dépenses obligatoires sur lesquelles elles n'ont aucune maîtrise, d'une part, et de la poursuite des efforts engagés en faveur de la péréquation, d'autre part. Je soutiens pleinement les choix du gouvernement appuyés par le Comité des finances locales et souhaite que nous puissions, dès l'année prochaine, travailler à une refonte de la dotation globale de fonctionnement dans cette même perspective. Je souhaite également que nous puissions renforcer la progressivité de l'imposition des revenus. La Commission des finances a décidé hier de saisir le Conseil des prélèvements obligatoires afin que celui-ci étudie la fusion de l'assiette de l'impôt sur le revenu et de la CSG et, à défaut, la possibilité d'appliquer des taux progressifs aux revenus soumis à la CSG. Notre initiative est confortée par la volonté du Premier ministre d'engager une remise à plat de notre fiscalité. Nous ne devons pas, en effet, abandonner l'ambition de réformer nos impôts au prétexte que les temps seraient trop durs. J'ai évoqué la question de l'imposition des revenus. S'agissant des collectivités territoriales, cela passe, Monsieur le Ministre, par la révision des valeurs locatives, dont je souhaite que la prochaine étape, l'expérimentation concernant les locaux d'habitation, soit engagée rapidement. S'agissant enfin de la fiscalité des entreprises, il y aura lieu lors des prochaines assises annoncées pour le début 2014 d'étudier de nouvelles assiettes d'imposition qui devront permettre d'éviter l'affichage d'un taux nominal élevé d'impôt sur les sociétés, de moins peser sur le coût des facteurs de production et de limiter les possibilités d'optimisation fiscale. Mes chers collègues, le projet de budget qui nous est soumis marque une confirmation, celle de notre engagement à redresser nos comptes publics, une inflexion significative, celle des moyens que nous mettons en œuvre pour y parvenir, et il manifeste aussi une double conviction, celle de la nécessité d'améliorer la compétitivité de nos entreprises et celle de la justice sociale. Pour l'ensemble de ces raisons, je vous invite donc à voter ce projet de loi de finances auquel la Commission des finances a, s'agissant de sa première partie, donné un avis favorable. Je vous remercie. Merci. Je passe la parole à présent à Philippe Marini, président de la Commission des finances. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de remercier l'ensemble des membres de la Commission des finances, l'ensemble des rapporteurs spéciaux qui ont animé des débats particulièrement utiles, fructueux et bien suivis, montrant ainsi notre souci de suivre avec la plus grande attention possible la problématique de la dépense publique. Je voudrais aussi, même si nos options sont franchement opposées, remercier le rapporteur général qui, par sa courtoisie et sa force de travail, occupe une fonction difficile dont je connais les charmes et les contraintes. Je voudrais tout d'abord, mes chers collègues, relever que ce projet de loi de finances pour 2014 nous arrive dans un vrai contexte de confusion institutionnelle et politique. Une confusion que, pour ma part, je n'ai jamais connue dans le même exercice. Certes, il y a des facteurs permanents de la confusion. Le découpage de la discussion budgétaire en deux lois financières montre encore davantage cette année ses limites. Comment traiter de la fiscalité de l'épargne de manière cohérente dans deux textes, comment fractionner les choix fiscaux quand les préoccupations des commissions
sont légitimement différentes. Mais observons, et ceci est nouveau, que l'Assemblée nationale a voté les 2 lois financières en sachant qu'elles comportaient des dispositions fantômes, destinées à être modifiées lors d'une étape ultérieure. Il s'agit de la taxation des revenus de l'épargne, issue du PLFSS, et de la taxe poids lourds, dont les recettes figurent toujours dans la loi de finances, alors que cette taxe est suspendue pour un temps, à mon avis, indéterminé. Et puis, par ailleurs, nouveau facteur de confusion institutionnelle, c'est la procédure d'examen des plans budgétaires nationaux par la Commission européenne. Et ceci confirme les craintes que pouvaient avoir beaucoup d'entre nous. Quel schéma institutionnel étrange que celui dans lequel l'avis de la Commission européenne intervient après que l'Assemblée nationale se soit prononcée sur la première partie du projet de loi de finances. Si l'on devait corriger la copie un jour, mes chers collègues, comment le ferait-on? Mais il est encore plus grave que la confusion politique règne et soit à ce point alimentée par le gouvernement. Un facteur tout récent de cette confusion, c'est la fameuse remise à plat annoncée par le Premier ministre, n'est-ce pas? Nous examinons un projet de loi de finances avec un système fiscal et on nous dit que celui-ci doit être remis à plat. Pourquoi pas? Mais pourquoi lancer cela 18 mois après avoir éprouvé tous les charmes des augmentations fiscales sur tous les outils déjà existants? D'autre part, la confusion de notre mode de discussion budgétaire éclatée dans plusieurs textes examinés en parallèle, l'un modifiant parfois l'autre, eh bien, ceci ne peut pas ne pas avoir des conséquences sur notre démocratie. On sait de moins en moins où et quand se prennent les décisions en matière économique et sociale. Et le gouvernement en joue, puisque, par exemple, il institue le CICE, mais ne règle pas la question de son financement. C'est une tactique à courte vue qui, Monsieur le ministre, se retourne aujourd'hui contre vous dans l'opinion publique avec la mise en œuvre des augmentations de TVA indissociables de la décision prise l'an dernier sur le CICE. Vous avez alors annoncé les aspects agréables, laissant les aspects plus rugueux à un peu plus tard. Et les dégâts d'une telle confusion, mes chers collègues, sont considérables. Là où le gouvernement précédent avait, par exemple, amorcé, à mon avis un peu tard, trop peu, un mouvement de transfert des prélèvements reposant vers le travail, vers les impôts de consommation, le gouvernement actuel a fait à peu près la même chose l'an dernier, mais, si j'ose dire, en catimini, et il met en péril, par l'incertitude de sa méthode, la réussite d'un mouvement que nous savons presque tous, en réalité, indispensable à la préservation de notre compétitivité. Et puis, bien entendu, à cela s'ajoute, mais je n'aurai pas la cruauté d'y insister, les multiples reculs du gouvernement qui font s'effriter l'autorité de l'État dans une période où nous aurions bien besoin, Monsieur le ministre, d'un État fort, d'un État stratège, ayant une vision claire de l'avenir et pour faire face aux nombreux problèmes de nos concitoyens. Il est une chose que l'on oublie, et le propos, à mon sens, lénifiant du ministre de l'Économie et des Finances tout à l'heure, doit être assurément relativisé. Mes chers collègues, la crise de la zone euro, elle est toujours latente. Nous ne sommes certes plus dans une phase aiguë et les écarts de taux se sont réduits, mais pourtant, les déséquilibres qui avaient conduit à des appréciations défavorables de la France existent toujours et peut-être même encore davantage. Fondamentalement, le fonctionnement de la zone euro
continue de reposer sur des ambiguïtés et je peux illustrer cela par le projet d'union bancaire. L'Allemagne s'oppose de plus en plus nettement, à mon avis personnel, elle n'a pas tort, à un fonds de résolution qui contribuerait nos contribuables à payer pour la défaillance de banques d'autres États. Mais elle s'oppose aussi à la recapitalisation directe des banques par le mécanisme européen de stabilité. Dans ces conditions, et au vu de telles positions, que reste-t-il, Monsieur le ministre, et j'aurais bien voulu poser cette question à Monsieur Moscovici s'il avait pu rester un peu plus longtemps, que reste-t-il de l'union bancaire? Le mécanisme de supervision unique, en réalité, il n'en reste que le mécanisme de supervision unique, qui va conduire les banques françaises à être supervisées non plus à Paris, mais à Francfort, par un régulateur certainement très compétent, mais qui sera probablement moins compréhensif par rapport aux spécificités de nos supports d'épargne. Et tout ceci peut avoir des incidences importantes sur le financement de l'économie, sur le financement des entreprises et donc sur le niveau de l'emploi. C'est à ce stade que je voudrais bien entendu évoquer l'enjeu principal, qui est un enjeu de réelle souveraineté. C'est l'enjeu de la dette publique. C'est l'enjeu de la réduction de notre dépendance, de notre addiction à l'égard de nos créanciers. C'est un vrai paradoxe, mes chers collègues, et que personne ne prenne en mauvaise part mon propos. L'ennemi d'hier, la finance, est devenu le meilleur ami d'aujourd'hui. En effet, compte tenu de l'évolution de l'encours de notre dette publique, près de 2 000 milliards d'euros, c'est bien grâce à des taux d'intérêt historiquement très bas, taux d'intérêt que nous consentent les marchés financiers, tant critiqués, que nous parvenons pour le moment à éviter l'éviction de nos dépenses publiques les plus utiles par les charges de remboursement des emprunts. Et malgré les discours rassurants du gouvernement, malgré l'autosatisfaction tellement répandue, malgré les efforts qui certes sont faits pour minimiser les conséquences du dérapage de nos finances publiques par rapport à notre trajectoire, nous avons un vrai problème de dette publique et ce problème s'accroît. Je vous cite une donnée qui, pour ma part, m'inquiète beaucoup, même si elle est dans l'avenir. Il y a un an, on prévoyait pour 2017 un ratio d'endettement de la France de 83 points du PIB. Cette année, la même prévision, à la même échéance 2017, est passée à 91 points de PIB. Il y a un an, on prévoyait que le maximum, le pic de dette publique par rapport au PIB serait atteint en 2013 avec 91,3 points de PIB. Aujourd'hui, un an après, on anticipe le pic en 2014, mais au niveau de 95,1 points de PIB. Or, même si les taux sont très bas, la dette publique, elle pèse sur notre activité économique. Elle est un élément de prudence, d'attentisme. Elle conduit à épargner plus parce que l'on craint, bien entendu, et quoi qu'on nous en dise, de possibles hausses d'impôts. Tout ceci, Monsieur le ministre, est bien un facteur d'attentisme et peut-être de cette sinistrose qui était critiquée tout à l'heure. L'augmentation du ratio dette sur produit intérieur brut accroît la contrainte qu'il faudra respecter le jour où l'on sera parvenu à un déficit de 3% du produit intérieur brut, car il ne faut pas oublier que les règles européennes, à partir de ce moment-là, nous conduiront à nous rapprocher en quelque sorte à marche forcée du plafond de 60% de la dette par rapport au produit intérieur brut.
on doit avoir conscience que les efforts seront à réaliser pour encore longtemps et que ceux qui ne sont pas faits aujourd'hui ou qui ne le seront pas en 2014 seront plus durs, coûteront plus cher, seront encore plus mal perçus que ce ne serait le cas si l'on allait plus loin aujourd'hui. La question essentielle qui se pose dès lors à nous, c'est, me semble-t-il, serons-nous capables de tenir une trajectoire de réduction du solde effectif des finances publiques en deçà du seuil des 3% du produit intérieur brut? Il est clair que nous ne pouvons nous placer sur un chemin crédible qu'en faisant des efforts très importants de réduction pérenne des dépenses publiques. Et cette politique, pardonnez-moi, malgré toutes les assurances verbales et les commentaires que l'on nous fait, je ne la vois pas mise en œuvre aujourd'hui. Certes, en affichage, le gouvernement tient un langage tout à fait rassurant. Les trajectoires qu'il soumet à nos partenaires européens vont toujours dans le bon sens, même si elles se dégradent un peu chaque année. Il se livre à un exercice que je qualifierais de normal, de maîtrise de la dépense publique, en qualifiant d'ailleurs d'économie, ce qui n'est que ralentissement d'une tendance. Mais à la vérité, si l'on y regarde de plus près, on doit bien constater que ce gouvernement, depuis un an, a assoupli sa trajectoire de solde structurel et de solde conjoncturel, qu'il a renoncé à l'objectif d'équilibre des comptes publics en 2017. Et bien sûr, tout ceci indépendamment des assurances verbales que l'on veut bien nous donner et dans le contexte de ce double langage bien connu, un langage pour rassurer ici et un langage pour rassurer ses partenaires et ses pairs à Bruxelles. Pourtant, des progrès ont été faits en matière de gouvernance. Et au titre de ces progrès, je citerai plus particulièrement la création et le travail du Haut Conseil des finances publiques, car il permet d'objectiver le débat sur les hypothèses macroéconomiques du projet de loi de finances, et je ne m'en plaindrai pas. Mais dès lors, et à partir des avis du Haut Conseil des finances publiques, subsistent des points d'interrogation tout à fait essentiels. Monsieur le ministre, comment jouera le mécanisme de correction automatique? Le Haut Conseil vient de confirmer qu'il constatera au printemps prochain un écart significatif de plus d'un point par rapport à la trajectoire affirmée du solde structurel. Je vous ai déjà plusieurs fois posé la question, votre habileté est très grande, mais vous ne m'avez jamais répondu. Quelles conséquences le gouvernement en tirera-t-il? Il y a d'autres points négatifs. Je regrette par exemple que le chantier de rationalisation, de réduction, de suppression des niches fiscales soit mené avec une grande mollesse. 20% du stock de niches devait être évalué en 2013. À ma connaissance, du moins je n'ai eu aucune information à ce sujet, cet exercice n'a pas été conduit. Il y a d'autres points préoccupants. C'est en particulier la liberté que vous prenez avec la norme de dépenses que vous définissez vous-même, comme ceci a d'ailleurs toujours été fait. Mais cette année, les accommodements vont un peu plus loin. Je relève que plus de 1,5 milliard d'euros de transferts de fiscalité aux collectivités territoriales, régions et départements auraient dû, en application des règles antérieures et de ce que l'on a appelé la charte de budgétisation, se traduire par des économies en dépenses et ne l'ont pas été. Dès lors, Monsieur le ministre, lorsque vous nous dites que la réduction en valeur absolue de la dépense publique est d'1,5 milliard d'euros, c'est à mon sens un pur sophisme, car 1,5 milliard d'un côté, 1,5 milliard de l'autre, il n'y a pas de réduction en valeur absolue de la dépense publique. J'observe enfin que
les investissements d'avenir dans le cadre du deuxième programme de 12 milliards d'euros annoncé au mois de juillet, hors de toute procédure budgétaire, ces investissements d'avenir, qui certes sont un hommage justifié rendu à vos prédécesseurs qui ont inventé la formule, eh bien, ces investissements d'avenir viennent souvent se confondre dans les crédits d'émission avec la dépense budgétaire classique. C'est le cas, par exemple, au ministère de la Défense, où un effet de substitution se produit. Or, il ne faut pas oublier que les 12 milliards d'euros en question, eh bien, c'est 12 milliards de dettes supplémentaires. C'est 12 milliards de plus à trouver sur les marchés financiers, assurément, une nouvelle fois, vos meilleurs amis dans une conjoncture difficile. Mes chers collègues, les objectifs de dépenses que se fixe le gouvernement nécessiterait, il faut en être conscient, le ministre Cazeneuve n'a d'ailleurs pas dit le contraire, de véritables réformes de structure. Le gouvernement espère limiter la progression en volume des dépenses publiques à 0,4% en 2014, puis 0,2% les années suivantes. C'est la trajectoire sur laquelle vous engagez votre responsabilité. Qu'il me soit simplement permis de rappeler qu'en 2012, la progression réelle en volume a été de 1%, alors que l'on attendait 0,4%. Mais il est vrai que 2012 était une année à gestion partagée. Pour 2013, on attendait 0,9% et on a eu 1,7%. Donc, votre prévision pour 2014, pardonnez-moi, de la jauger à l'aune de ce qui a pu être fait dans le passé le plus récent. Or, oui, Monsieur le Président, pardonnez-moi, mais le rapporteur général n'a pas utilisé tout son temps de parole et les ministres, je pense, avaient 45 minutes et ils les ont majorées. Mais j'arrive vraiment tout à fait à ma conclusion, Monsieur le Président. Je vais être raisonnable. Alors, le gouvernement, à mon sens, ne prépare pas vraiment l'opinion à recevoir un vrai message d'économie. Il peut être amené à faire des économies, mais quand il communique, c'est en général sur les annonces coûteuses. Il préfère communiquer sur les recrutements dans la fonction publique plutôt que sur la réduction du nombre de fonctionnaires. Il communique sur la garantie universelle des loyers. Il communique sur la revalorisation du seuil de la CMU, sur toutes les conséquences du rétablissement intégral de la retraite à 60 ans, etc., etc. Alors, certes, vous devez, en quelque sorte, circuler tel un funambule sur un fil, avec de part et d'autre beaucoup de récifs et beaucoup d'obstacles. Mais trop souvent, Monsieur le Ministre, il vous arrive d'annoncer une chose en sachant que vous allez faire le contraire. Certes, l'horrible RGPP est morte et la vertueuse MAP est là, mais chacun de ceux qui analysent les budgets et les méthodes sait que, dans le fond des choses, c'est toujours la même démarche d'audit et de recherche de réforme. Alors, de grâce, n'allez pas, par un procédé trop facile, sataniser vos prédécesseurs qui ont été, il y a peu, sur le même fil que vous, avec également des obstacles et des récifs de part et d'autre. J'observe, et je vais conclure, mes chers collègues, que le ressentiment monte aussi chez les élus locaux, chargés de financer les politiques décidées par le gouvernement, par exemple en matière de rythme scolaire, tout en assumant les hausses d'impôts à la place du gouvernement. C'est ce qu'on nous propose de faire avec les droits de mutation à titre onéreux, et tout en subissant une baisse des dotations à des niveaux jamais atteints jusque-là. Alors, bien entendu, vous avez le talent de qualifier cela de pacte de confiance et de responsabilité, n'est-ce pas? Comme si cette politique du verbe n'était pas ce qui mine le plus la confiance et comme si cette manière de présenter les choses, contrairement à la réalité, ne peut pas, me semble-t-il, être considérée comme véritablement responsable. Alors,
Enfin, en matière de fiscalité, l'absence de cohérence, nous pouvons l'observer à chaque instant, presque sur chaque sujet. Or, l'impréparation des décisions, les allers-retours, l'absence de ligne politique arrêtée et assumée, les concessions qu'il vous faut faire, tout cela porte, je le crains, un coup dur au consentement à l'impôt dans notre pays. Et comme vous, Monsieur le Ministre, je pense que l'impôt est une réalité citoyenne indispensable dans notre République. Mais je me bornerai à regretter que le gouvernement persiste à afficher des objectifs idéologiques et à mettre en place par la suite le moyen de les contourner, sans vraiment dire la vérité, que ce soit à ses amis, à ses alliés, voire à ses compétiteurs et à ses adversaires. Un dernier exemple, c'est celui de la fiscalité de l'énergie, mais nous y viendrons dans le débat sur les articles, mais peut-être une allusion sur la fiscalité écologique, n'est-ce pas? Il devait s'agir de 4 milliards d'euros pour participer au financement du crédit d'impôt compétitivité emploi. Je scrute, j'examine, même dans le cadre de la remise à plat, et je ne trouve pas le début de cette démarche. Alors, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Président, c'est bien dans ce contexte difficile que nous allons examiner le projet de loi de finances. Et pour ma part, avec, je le suppose, beaucoup de sénatrices et de sénateurs, je pense que c'est dès l'examen de l'article d'équilibre qu'il faut rejeter franchement, globalement et frontalement ce projet de loi de finances pour 2014. Merci de votre attention. Très bien, merci Monsieur le Président. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à présent à Jean-Vincent Placé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vous fais une promesse que je vais tenir, faire beaucoup plus court que le Président Marini. Ça, c'est une appréciation. Le budget que le gouvernement soumet à la représentation nationale s'inscrit, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, dans la continuité, dans votre continuité. Pourtant, la France est au bord de la rupture. Des abeilles au poussin, les professions se mobilisent les unes après les autres en un improbable bestiaire. Des jacqueries violentes se fomentent contre l'État, le chômage dépasse des niveaux inédits et, y compris le racisme, se révèle sans honte. Les préfets, nos préfets décrivent une société en proie à la crispation, à l'exaspération et à la colère. Il devient urgent de réaliser que ce qui fonde notre pacte social et républicain est aujourd'hui en danger. Certes, la majorité précédente nous a laissé un pays exsangue, à la fois économiquement, avec une dette augmentée de 600 milliards d'euros, et idéologiquement, avec une extrême droite qu'elle a choisi de légitimer. Mais c'est désormais au gouvernement de la France qu'il appartient désormais de mener le changement, ce gouvernement. Lorsque la France a entériné sans renégociation le traité voulu par Mme Merkel et M. Sarkozy, j'avais dénoncé de cette tribune, parmi d'autres voix, les méfaits annoncés de l'implacable logique de l'austérité. Le mécanisme est simple, les efforts commandés par la rigueur se trouvent neutralisés par la contraction économique qu'ils engendrent eux-mêmes, alimentant ainsi le cercle vicieux de la crise. La première année du quinquennat aura suffi à apporter à démonstration, si besoin était, que l'austérité de gauche, fût-elle travestie en sérieux budgétaire, reste tout de même l'austérité. La loi de programmation des finances publiques prévoyait pour 2013 un déficit structurel de 1,6%. Néanmoins, et sans qu'aucun événement extérieur nouveau ne vienne le justifier, les recettes fiscales se sont atrophiées depuis de 11 milliards d'euros. Si bien que, malgré les efforts, le déficit structurel pour 2013 devrait finalement être de 2,6%, soit un point de plus que prévu. Or, le TSCG stipule qu'un écart d'un demi-point suffit à déclencher le mécanisme de correction automatique. C'est donc logiquement que le Haut Conseil des finances publiques a indiqué dans son avis qu'il serait contraint de demander ce déclenchement au printemps prochain à l'occasion de la loi de règlement. Que se passera-t-il alors? Le gouvernement devra-t-il payer une amende? La France devra-t-elle payer cette amende?
Sera-t-il contraint à un ajustement structurel? Ou bien cela se réglera-t-il par un discours de bonnes intentions? Comme nous l'avions dit, ce n'était pas d'ailleurs une prédiction très difficile, cette règle d'or n'est qu'une alternative entre la catastrophe et parfois la mascarade. La responsabilité invite évidemment à préférer la seconde, mais on ne peut pas dire que la politique en sorte grandie. Bien qu'il ne soit pas parvenu à réaliser son objectif pour 2013 malgré l'effort consenti, le gouvernement, fidèle à sa logique, le reporte pour partie sur l'année prochaine. Il s'engage donc pour 2014 à un effort de 0,9 point de PIB au lieu du 0,5 prévu par la loi de programmation. Nous nous enferrons ainsi un peu plus dans ce cycle infernal. C'est dans ce contexte où la rigueur assumée ne laissait déjà que peu de marge qu'a été annoncé l'avènement du crédit d'impôt compétitivité emploi et son financement partiel par la hausse de la TVA. Vous nous présentez régulièrement cette mesure, bien sûr, Monsieur le Ministre, comme la colonne vertébrale de la politique économique du quinquennat. Il est du coup difficile de comprendre pourquoi elle ne figurait pas en bonne place des engagements de campagne et pourquoi elle fut introduite par un simple amendement livré aux députés la veille de son examen. Là encore, au-delà de la rupture du contrat politique, le gouvernement s'est engagé dans la voie d'une économie sociale libérale aussi obsolète que dangereuse. Ce crédit d'impôt est non seulement un chèque en blanc aux entreprises, mais c'est surtout un chèque à toutes les entreprises. Toutes, qu'il s'agisse de TPE ou de multinationales, d'entreprises en difficulté ou distribuant des dividendes, d'entreprises soumises ou pas à la concurrence internationale, d'entreprises écologiques ou polluantes, toutes bénéficient de la même disposition sans condition. Dans des secteurs comme la grande distribution, les effets d'aubaine sont considérables. Quel est le problème de compétitivité de la grande distribution pour un ménage français? Va-t-il aller en Italie faire ses courses? Cette mesure, pourtant extrêmement onéreuse, ne fournit donc aucun levier pour orienter l'économie vers sa nécessaire transition écologique. C'est ainsi qu'il a été décidé d'utiliser cette maigre marge de manœuvre que tolérait la stratégie de la rigueur. Sous la contrainte de ce double péché originel que constituent donc le TSCG et le CICE, le budget 2014 nous annonce 6 milliards d'économies sur les amortisseurs sociaux et 1,5 milliard sur les collectivités territoriales. Sur l'État et ses opérateurs, ce seront 7 milliards de coupes claires dont je mesure les dégâts, par exemple dans la police et la gendarmerie, dont je suis le rapporteur spécial à la Commission des finances. Et heureusement, on a dégelé pour pouvoir acheter 2000 véhicules en novembre. La mission écologie, dont vous comprendrez aisément qu'elle nous est chère, dont j'ai beaucoup parlé, fait partie de celles qui ont été les plus atteintes, alors même que la défense, qui ne figure pas au rang des 3 priorités revendiquées par le Président, est sanctuarisée. Côté recettes, c'est en 2014 que devrait entrer en vigueur la hausse de la TVA. Le paradoxe du choix de la rigueur, Monsieur le Ministre, est qu'il suscite l'envie de s'alimenter des assiettes larges. Et le vrai malheur des gens modestes à cet égard est d'être tout simplement beaucoup plus nombreux que les riches. En effet, lorsque la nécessité du rendement fiscal se fait pressante, il est moins rentable pour le gouvernement de cibler et proportionner son prélèvement que de ponctionner la grande masse des Français. C'est donc par cet impôt régressif, au moment où on parle justement d'autres impôts progressifs, portant sur les ménages, que sera largement financé le chèque en blanc aux entreprises. En outre, le choix d'augmenter le taux intermédiaire à 10% pénalisera beaucoup de secteurs participant à la transition écologique, transport en commun, traitement des déchets, gestion de l'eau. Dans ce marasme budgétaire, 2 mesures ont toutefois retenu positivement notre attention. La première a consisté à sortir la rénovation thermique des logements du champ de la hausse de TVA pour en revenir à la situation antérieure au 1er janvier 2012. Nous ne pouvons que nous en féliciter. La deuxième mesure a consisté à poser les bases d'une contribution climat-énergie. Le Président s'y était engagé. C'est une avancée majeure vers le verdissement de notre fiscalité. Nous regrettons tout de même que le produit de cette contribution aille au financement du CICE, dont j'ai rappelé le caractère peu écologique, au lieu d'être investi ou retourné aux redevables sous forme de compensation incitative, ce qui est d'ailleurs l'objectif prioritaire d'une contribution climat-énergie. De même, pour que le dispositif soit efficace, il conviendrait de revoir rapidement le prix de la tonne de carbone, aujourd'hui 7 € en 2014 et 22 € en 2016, pour se rapprocher des montants figurant
Par exemple, dans ce que nous avions écrit dans l'accord de mandature avec nos amis du Parti socialiste, c'est-à-dire 36 € dès 2012 et 56 € en 2020. Dans ce contexte, c'est avec grand intérêt que nous avons pris connaissance, évidemment, de l'annonce du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, que je salue dans sa volonté de réforme, réaffirmant l'engagement du Président de procéder à une réforme fiscale. Sans doute n'est-il pas encore trop tard pour s'y atteler. Cette réforme devra permettre d'en finir avec la dégressivité de l'impôt qui voit aujourd'hui les plus riches contribuer proportionnellement moins que les gens modestes. Elle devra aussi permettre de rattraper le retard de la France, avant-dernière de l'Union européenne en matière de fiscalité écologique. Ce sera l'occasion d'expliquer que l'écotaxe, soutenue par les syndicats et décriée par le MEDEF, est l'allié du progrès social, qu'elle permet de faire payer les externalités, c'est-à-dire la destruction de l'environnement, aux quelques-uns qui en profitent aujourd'hui gratuitement plutôt qu'à l'ensemble de la collectivité, et qu'en faisant payer le juste prix de la pollution, on verra apparaître clairement les secteurs économiques condamnés qu'il convient d'aider à se transformer. Monsieur le ministre, lors de l'examen du programme de stabilité en avril, je vous avais dit que si vous l'aviez soumis à un vote du Sénat, le groupe écologiste ne l'aurait pas voté. Lors du débat d'orientation en juillet, je vous avais indiqué que nous ne pourrions pas, dans les conditions actuelles, accepter un budget de l'écologie en baisse. En attendant la mise en œuvre de la grande réforme annoncée par le Premier ministre, à laquelle nous espérons enfin être pleinement associés, comme d'ailleurs à peu près, je pense, tous les groupes parlementaires, y compris peut-être même le plus proche du pouvoir, vous ne serez donc pas surpris qu'à cet instant, sans avancée significative à la discussion des amendements, le groupe écologiste ne sera pas en mesure d'approuver le volet recettes de ce projet de loi. Je vous remercie, mes chers collègues, de votre attention et de votre patience. Merci, Monsieur le Président. Je vais, mes chers collègues, suspendre la séance. Elle sera reprise à 15 h pour les questions cribles thématiques à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Voilà, vous avez pu suivre en direct de l'hémicycle la discussion générale sur le projet de loi de finances 2014. On retrouve la séance cet après-midi et on en reparle bien sûr dans le 24h Sénat de Delphine Girard.